Salut tout le monde. Alors, petite mise en place avant le début de cette vidéo qui est la première de la partie monologue. Donc j'aurai une petite vidéo avant qui explique ce que c'est que monologue de manière un peu plus correcte, carrée, propre et précise, bien évidemment. C'est le melting pot, enfin melting pot non, c'est surtout l'assemblage, grosso modo, de toutes mes réactions qui ont eu lieu après ma première partie de Baldur's Gate 3, donc la première run que j'ai complétée vraiment en tout cas. La deuxième partie de ma réaction après ma deuxième run de Baldur's Gate 3 et la troisième partie c'est ma réaction après avoir fini Rogue Trader. Tout ceci est pour préparer et mettre en place l'arrivée de la vidéo sur Baldur's Gate 3 qui va parler de beaucoup de choses, dans laquelle on va parler de beaucoup de problèmes du jeu, de pourquoi le jeu selon moi n'est pas exceptionnel, pourquoi il ne mérite pas autant l'amour qu'il a reçu de la part des joueurs, selon moi bien sûr, et puis voilà. Et du coup bah je vais vous laisser avec ça. Attention, je vous préviens, hein, installez-vous, prenez une boisson, mettez-vous bien, faites quelque chose. C'est long, il y a une bonne heure et demie je crois de react, parce que bon il y a quand même 3 reacts en un. Et ouais, installez-vous, prenez une boisson, posez-vous bien, ça va être long. Et préparez-vous, il y a du sel, il y a beaucoup de sel, énormément de sel. Bref, des bisous, et puis bah, bonne vidéo. Bonne chance. It's over. And it's all because of you. Pas tant que ça en fait. Who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no Illithid Empire, no Death God's tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. Ouais. Pas pour eux que je l'ai fait, hein. C'est vraiment pas pour eux, pas le pire. Dans toute cette logique, j'ai fait que ce que je pensais être le plus juste selon moi, et pas juste en mode le bien. Non, c'est pas une question de bien ou de mal. Pas me faire croire que ça m'a pas suffi. Je suis censé plus avoir d'âme, je rappelle, hein. Les illicites sont censés ne pas avoir d'âme, donc si je me retrouve chez un dieu, je vais péter un câble, hein. Oh, flétre. I told thee once that an Illithid hath no soul, Ah. and yet thou seemest to have something of the spirit about thee. I cannot account for it. How delightful. J'aime beaucoup Flétris. Flétris, il me fait toujours marrer, j'aime beaucoup. How doth it feel to roam about as thou art now, transformed? Je ne suis pas prêt à ce que l'existence soit terminée. Si je me suis suicidé, si, bien évidemment. No matter how many eons I have roamed this world and beyond, I am ever surprised by mysteries new and old. I cannot account for thee, adventurer, hero, friend, but I know your story endeth not here. Death itself hath many byways, and thou might yet have a new and different role to play. Hein? Tuer le cerveau, devenir un flageur mental, vaincre le cerveau, terminer le jeu. Ah, enfin! Enfin! Ce fut long. Long et décevant.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des quêtes que j'ai pas assez fait? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas bien fini? Je sais pas. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre, je suis profondément déçu. Profondément déçu. Parce que à n'importe quel moment, j'ai toujours tout fait, tout le temps, pour tenter de trouver une solution à tous les problèmes. Pas forcément la meilleure, mais au moins trouver un chemin sur une solution. Et là, j'ai tellement de frustration. Déjà le coup de l'illicide, j'ai regardé ça, je suis en mode non, vous foutez de ma gueule. J'ai littéralement essayé de faire tout ce que je pouvais pour empêcher quoi que ce soit d'arriver de ce côté-là. J'ai jamais bouffé une seule larve, j'ai jamais rien fait de ce côté-là. Nique-toi. Ensuite, Gale. On n'a aucune info sur l'histoire de Gale. Je me suis fait chier à faire en sorte que Gale, on ait tout ce qu'il faille, tout ce qu'il fallait. On n'a rien. On sait pas ce qui se passe avec la couronne. On sait pas ce qui lui arrive. On n'a aucune idée de ce qui se passe pour la suite, donc frustrant. Will, on n'a aucune info. Voilà. Alcine, on l'a moins eu, et il a été là moins longtemps. Alcine, il est plus secondaire dans l'histoire, donc ça peut se comprendre qu'on n'ait pas non plus beaucoup d'infos. Mais le voir retourner au buisson, enfin au buisson, au grove, comment ça s'appelle, au bosquet, ça aurait été intéressant. Je veux dire, voilà. Lae'zel, on a eu la fin, et il fallait qu'elle reparte parce qu'elle n'a pas fini son combat, elle. Son combat n'est pas fini, et ça ne servait à rien qu'elle reste avec moi. C'était inutile au possible, et puis de toute façon je savais comment je voulais en finir, donc dans tous les cas ça ne menait nulle part. La fin de Karlach me va aussi. La fin de Karlach me va, j'ai eu un petit pincement au cœur très clairement. J'étais en mode ouais, je savais qu'on allait en arriver là, mais tant pis. J'ai essayé de l'en dissuader, j'ai pas réussi. Écoute, elle a fait son choix et je le respecte. C'est son choix le plus un choix à respecter, il est digne d'intérêt. On n'a aucune info sur Astarion et Ombrecoeur, mais c'est normal, Ombrecoeur on l'a tué et Astarion on l'a laissé niveau 1 dans un vieux morceau d'égout. On n'a aucune info sur qu'est-ce qui arrive à Astarion si tu fais pas sa quête. C'est étrange. Mais moi j'ai moins d'intérêt pour Astarion, donc perso ça me choque pas. Je pense que si on avait vraiment fait plus longtemps, plus souvent ces quêtes, on aurait eu quelque chose, mais bon. Voilà. L'histoire en elle-même... comme elle se termine, il y a des erreurs de scénario à l'intérieur qui sont immenses. J'ai jamais vu un scénario autant fracassé dans un jeu où justement l'histoire dans un jeu de rôle est cruciale. C'est ce qui permet à tes joueurs de s'amuser et d'être intéressés. Si l'histoire ne les amène pas à jouer, t'as perdu. C'est un jeu de rôle, t'as perdu. Cherche pas, t'as perdu. C'est... Là, j'ai eu une déception immense parce que déjà, il y a des erreurs de scénar à l'intérieur qui sont absolument gigantesques. Et de deux, à aucun moment, je ne trouve que la forme d'illicide à la fin est justifiée. Qu'est-ce qui justifie l'utilisation de la forme illicide? Parce qu'à la fin, on lui bourre le crâne à grands coups d'épée au cerveau. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. À aucun moment, ça n'était logique de me dire « Tu dois être illicide ». Pourquoi? Parce qu'il faut percer sa force mentale. Ouais. Donc t'es en train de me dire que... Et c'est là où faut bien comprendre un truc. Orpheus n'est pas capable, avec les 3 pierres, de démolir le cerveau. Juste d'ouvrir le chemin, hein, parce qu'après, c'est juste des missiles magiques, hein. C'est juste des missiles magiques, quelques forces, quelques Eldritch Blast, et c'est tout. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de nécessité d'un pouvoir spécial ou quoi que ce soit. Non, ça a été dégâts et puis c'est tout. C'est aucune particularité. C'est pas ton personnage seul peut lui faire des dégâts. Non, c'est genre nique ta mère. Donc voilà. Voilà. Du coup, ça veut dire que si lui n'a pas été capable de démolir un cerveau en pleine possession de ses pouvoirs, machin et tout, qu'est-ce qu'il va faire face à une déesse Orpheus? Il va se faire laver. Il va se faire laver. Si c'est une déesse qui en effet bouffe les âmes depuis des années pour se rendre surpuissante, depuis des siècles, je peux t'assurer une chose, elle est 1000 au-dessus d'Orpheus. Orpheus, il va se faire écraser le cul.
il va même pas avoir une chance. S'il n'a pas été capable de faire ça. Enfin, je veux dire, merde, quoi. Donc pour moi, je trouve que très clairement, le scénar à la fin, oui, aussi, tu dois devenir illicide pour contrer le cerveau. Mais quand il réfléchit bien, l'illicide en lui-même, il est méga contrôlé par le cerveau vénérable. Donc le cerveau vénérable en lui-même, si tu deviens illicide, t'es encore plus à sa merci dans l'idée. C'est uniquement parce qu'il y avait Orpheus avec toi que tu peux te permettre ça. Mais en aucun cas, la forme d'illicide n'a quelconque impact sur la puissance que tu es censé avoir contre le cerveau. Enfin, pour moi, ça manque tellement de logique. Je veux dire, à quel moment c'est normal? Et puis, dernière question. En quoi l'utilisation de Gale aurait tué un cerveau aussi puissant? Mais parce qu'il est d'une éthérile et ça aurait détruit le truc. Le machin, il voit Gale arriver, il se fait un jump TP, au revoir, il n'y a plus personne. Au revoir. Juste nique-toi en fait. Mais c'est très frustrant en fait de voir tout ça. C'est ultra frustrant. Truc ultra frustrant aussi. Mon build tout entier d'assassin a été supprimé pour me transformer en illicide. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu laisses pas juste... Pourquoi t'as pas laissé mes stats normales? Tu mettais les boosts là où il y avait à mettre les boosts. Et si les stats étaient plus fortes, tu les touchais pas. À quoi ça servait? Pour balancer 3 spells et un petit trou noir vite fait? Inutile. Inutile au possible. Là, je me sens pas récompensé d'avoir joué mon personnage jusqu'à la fin. J'ai l'impression que le jeu m'a dit, bah écoute, tiens, je te file un set complet. Il y avait aucun intérêt à ce que tu développes ta classe en fait. Tiens, prends ça et débrouille-toi en fait. Débrouille-toi avec ça parce que t'as échoué en fait, t'as échoué. T'as échoué à être ce que tu voulais être. Du coup, le jeu, il te donne l'option finale de... Bah, vu qu'on n'a pas d'autres solutions pour toi, prends illicide, écoute. Et c'est terriblement dégoûtant en fait. Terriblement dégoûtant de tous les efforts que j'ai mis en place dans le jeu. Parce que je me suis vraiment investi dans le jeu. Même si le jeu, j'avais plein de choses à redire dessus, elle n'égale pas cette trahison que le jeu fait à la fin. J'aurais préféré voir le monde s'autodétruire sur mon échec, mais rester digne dans mes bottes, moi-même face à mes erreurs, plutôt que de devoir ne pas avoir le choix d'un jeu. En fait, le jeu, il te dit non, vous me laissez dans un truc de balle dure, vous mettez des tas de gens qui meurent autour de moi, les uns après les autres, et vous mettez ne serait-ce qu'une cinématique où vous voyez mon héros qui est en train de combattre, qui tue des illicides, avec Orpheus qui est là, les dragons, et on se fait submerger et on meurt. Et boum, le grand dessin. Vous auriez pu mettre ça. Un minimum. Tu Orpheus. Le cerveau, il te considère comme un échec inutile de te conserver. Il sait qu'il a la surpuissance. T'as le cerveau qui passe au-dessus, t'as les invocations et t'as le Nautiloid qui tire, ça explose de partout. Tu meurs au combat, t'as Karlach qui arrive, bam, 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 qui protège ton cadavre et boum. Et elle accepte de se faire exploser pour en emporter le plus avec elle. Et ensuite t'as Will, et qui est là en train de tirer ses trucs, ses blasts et tout, et qui est en train de faire ses trucs. Et là tu vois tous tes héros qui arrivent, tout le monde, Halcyon et tout le machin. Et t'as une vraie scène finale, digne de ce nom, une fin digne. Ah, je me suis plus ambiancé sur cette possibilité-là que sur autre chose. Que sur cette fin nulle à chier, quoi. La fin, t'es là, t'es en mode, bah ok, voilà. T'as des infos vite fait sur Karlach. T'as des infos parce que Karlach meurt. T'as aucune info sur Will. Parce qu'on n'est pas allé voir Mizora et qu'on n'a pas fait la quête pour son père. Donc ça explique aussi, je pense, pour ça. Mais voilà. C'est tellement triste. Vraiment, j'ai beaucoup à penser sur le jeu. Là, j'ai vraiment beaucoup à penser et beaucoup à faire dans ma tête. Pour essayer de voir si le jeu n'a pas été juste une énorme déception, en fait. Là, très clairement, ça m'a blasé. Dans Divinity Original Sin 2, je m'étais amusé à faire différentes fins. J'avais fait la fin où tu laisses le docteur gagner, la fin où tu laissais le roi ancien gagner, la fin où tu gagnes en devenant un dieu, la fin où tu gagnes en refusant les pouvoirs. Enfin, j'avais fait
toutes les fins du jeu à proprement parler. Il y avait différentes fins qui allaient vraiment avec ton style de volonté, et ta volonté avait le droit de s'exprimer au travers de ça. Et ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Parce que si tu voulais faire quelque chose, tu pouvais. Et t'avais des chemins qui étaient expliqués, qui te montraient où aller. C'est peut-être pas les chemins les plus faciles, mais ils étaient devant toi en fait. Là, j'ai vraiment l'impression qu'en ayant vraiment fait au mieux de ce que je voulais, on m'a donné la fin par défaut. On m'a donné la fin du bah écoute, t'as pas assez de stats dans le point, dans la fin numéro 1, 2, 3, 4, 5, donc on te donne la fin bis, la fin du tiens, voilà. Débrouille-toi avec ça, on n'avait pas mieux. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai eu la fin, on n'avait pas mieux là. C'est, on s'est, écoute, voilà, c'est la fin. Et c'est frustrant en fait, c'est terriblement frustrant. Moi, j'ai réussi à me redonner envie de jouer à ce jeu alors que ce jeu, il était buggé du cul quand j'y ai commencé. Il y avait des erreurs à l'intérieur. Le scénar a des trous de scénario qui sont mais aberrants de débilité. Mais c'est frustrant de voir ça. Et c'est frustrant de voir les gens qui sont en mode écriture incroyable. Non, écriture de merde. Écriture à chier. Et pas parce que j'ai eu la fin de merde. Parce que très clairement, je considère que c'est une fin de merde. Je considère que c'est une fin... c'est une fin où j'ai échoué à jouer. J'ai échoué à jouer correctement. Pour moi, j'ai échoué de correctement jouer. Voilà, je le dis clairement, pour moi, j'ai échoué. C'est tout. Au-delà de tout ça, moi, j'ai vraiment l'impression, là, de m'être fait flouer, en fait. Il y a des erreurs dans le gameplay du jeu qui sont impardonnables. Juste impardonnables. Les erreurs de coding des portes qui font que tu perds un temps précieux, que tu perds des actions précieuses sur une porte qui n'est pas codée correctement, c'est impardonnable. Ce n'est pas normal. Les erreurs, les bugs qui font que de temps en temps, ton personnage, bah, il va faire une action que tu lui as pas dit. Pourquoi? Parce que bah, faut double-cliquer sur le personnage en question pour vraiment... Et encore, des fois, il faut plus que double-cliquer. Le jeu, des fois, il considère pas que ton personnage fait le truc. Le principe des avantages dans D&D, c'est pas expliqué, c'est galère à comprendre. Il y a 3 tonnes de règles qui sont floues au possible, qui sont mais d'un flou. Tu peux pas avoir un feedback correct sur ce que tu fais en termes de stats. Dans un jeu de rôle où tout n'est que stats et decision making, tu peux pas avoir un jeu qui est aussi flou, t'as pas le droit. Pas avec la quantité de thunes que vous aviez entre les mains. L'Arians Game Studio, vous ne pouviez pas faire un truc pareil, c'était pas normal. Vous aviez pas le droit. Vous aviez pas le droit de faire un truc aussi illisible. Pareil, la quantité de buffs que tu veux... Je viens de réaliser aussi les armements, les objets, les récompenses de boss. Tu te sens pas récompensé en ayant tué un boss. L'armement ne te montre pas la récompense. Les armures, ça va encore. Ça va encore, les armures. Mais putain, ça fait mal au cul d'avoir vaincu Kétérict, l'élu d'un putain de dieu, qui te fournit un marteau qui sert à rien. Pareil, t'affrontes des... Je tue tout le truc du meurtre de Baal, tout le culte de Baal, du meurtre, de machin et tout. Je tue des paladins noirs. Enfin, ce que j'appelle des paladins noirs, basiquement des DK, des Dead Knight, des Dread Knight, bref. Des chevaliers, enfin des paladins qui ont perdu leur serment. Des paladins parjure. Vous faites un stuff de paladin parjure qui ne joue pas sur le fait d'avoir un parjure avec toi. Mais niquez-vous en fait. Allez vous faire foutre. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire un stuff sur des mecs spé dans un domaine ultra précis, et quand toi justement t'en as un dans ton équipe, tu te sens pas récompensé d'en avoir un? C'est inintéressant au possible. Moi très clairement, j'ai vu les armures, les armes, j'étais déçu. J'étais déçu au possible. Mais à un niveau qui est absurde en termes de déception. C'est chiant. Pareil, je reste sur les paladins déchus. Karlach, quand elle va voir Flétris, elle ne peut pas modifier sa stat, enfin sa classe, de paladin déchu. Qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est... Pourquoi?
Tu dois d'abord retrouver ton âme de paladin pour ensuite décider de l'abandonner. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? I am losing it. Je suis en train de péter un câble. Je vais péter un boulon. C'est... Changer de classe, c'est censé être un élément de gameplay, pas un élément de lore. On s'en bat les couilles que ton personnage, il ait fait 12 000 trucs. De toute manière, être paladin parjure ne change rien à la fin de ton histoire. C'est juste ta classe, ça change que dalle. Et du coup, question. Du coup, si elle est paladin parjure, est-ce qu'elle peut devenir illicide? Non, parce que du coup, si on suit cette logique de jeu... Non, parce que si c'est le lore qui intègre, ça veut dire qu'elle peut pas se transformer vu qu'elle est paladin parjure, elle peut pas obtenir une nouvelle classe. Donc elle peut pas devenir illicide, vu que c'est une nouvelle classe. Vous voyez le niveau de débilité, à quoi ça veut dire? Vous vous rendez compte du niveau de bêtise qu'on peut atteindre avec une erreur pareille, en termes de lore? Parce que là, t'as le jeu qui te dit « En termes de lore, je ne peux pas te l'autoriser. » T'es en mode « Ok, d'accord, bon, ça m'emmerde, ça me casse les couilles, parce que très clairement, j'ai 2 niveaux de barbare qui ont servi à rien. Et je pensais pouvoir le défaire, mais non. Donc, j'ai littéralement joué avec 2 niveaux de puissance en moins sur ma Carlac. Imaginez si elle avait été niveau 12, avec les 12 niveaux, donc voilà. Imaginez si elle avait eu tout ça, elle aurait été encore plus puissante. Voilà, parce que j'ai utilisé une fois la rage et ça a servi à rien. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, niveau de bêtise ardente que le jeu atteint. Le niveau d'erreur de JDR que seuls des débutants peuvent faire. Ils n'auraient jamais fait Divinity 1 et 2. J'aurais dit, ok, ils ont jamais testé de jeu de rôle de leur vie, et je pense que c'est normal. C'est leur premier jeu de rôle sous cette taille-là, ça peut se comprendre. Ok. Ensuite, la taille du jeu, on va y venir. Enfin, je vais finir sur d'abord Divinity, tout ça. Ils auraient pas fait Divinity 1 et 2, j'aurais rien dit. J'aurais dit, bon, c'est acceptable pour des mecs qui débutent. Là, pour des mecs qui ont fait Divinity 1 et 2, je refuse de croire qu'ils n'ont pas vu je refuse de croire qu'ils n'ont pas vu le niveau d'erreur qu'ils étaient en train de faire. Je refuse d'y croire. Je refuse de croire. Je pense qu'ils se sont juste bloqués les yeux, ils n'ont pas osé regarder, ils se sont dit, écoute, on n'a plus le choix, on est engoncé dedans jusqu'au cul, on n'a pas le choix. C'est obligatoire, on doit finir ce jeu et tant pis, on va bâcler ce qu'on a à bâcler, on va essayer de se débrouiller sur ce qu'on peut se débrouiller et on va jouer sur le fait que le jeu, il est cruellement voulu par les joueurs pour avoir des ventes. Mais on va pas essayer de jouer sur le fait que le jeu, il est cohérent. Et c'est frustrant de voir ça. Le jeu, il est flou au possible. La taille du jeu aussi. Baldur, la porte de Baldur. Le 3e acte est trop long. Le 3e acte est trop long pour rien. Vraiment, hein. Vraiment pour rien du tout. Il y a vraiment, je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis autant de temps à mettre autant de quêtes dans la porte de Baldur. Alors que tu es aux portes de la fin du monde. Tu vois? À quoi ça te sert alors que tu es aux portes de la fin du putain de monde d'aller sauver une meuf qui a été chopée par une guenaude? Vraie question. Mais c'est pour te faire de l'XP pour que tu passes niveau 12. Mais ça n'a aucun sens. À quel moment j'en ai quoi que ce soit à foutre d'une gamine alors qu'il y a le monde qui va crever? À aucun moment c'est logique. Pour les quêtes de personnages, encore j'accepte, parce que ça fait un bout de temps que tu es en train de les prévoir et j'accepte l'idée. J'accepte l'idée. Mais pour des gens que je connais pas, qu'est-ce que j'en ai à branler? Je n'en ai rien à foutre. Le monde va être détruit, il y a un moment, meuf, on s'occupera de ta guenaude après. Si déjà on a survécu. Voilà. C'est très frustrant de voir ça. La fin, elle est trop longue. Elle est trop longue. Ça, c'est une erreur de débutant aussi, de faire un scénario beaucoup trop long sur ton dernier acte. Ton acte final, il doit être simple. Il doit te permettre... Ça, le jeu aurait dû être en 4 actes. Le jeu aurait dû être en 4 actes. L'acte 1, très bien. Pas de problème. Découverte de qu'est-ce que c'est que l'absolu, les gobelins, machin, l'univers. Ok, d'accord, très très bien. C'est intéressant. L'acte 1, il est cool. En termes de mise en place de scénario, l'acte 1, il est bien. L'acte 2, il est bien aussi. Parce que tu commences à sentir la pression monter. Tu commences à sentir que c'est la merde. Que tu commences à attaquer la tour de Moon Tower.
Si j'avais pas mis le plan boom, le plan B en application, le combat aurait été beaucoup plus complexe. Et en fait non, ils étaient tous réunis en zone, donc 3 sorts de zone plus tard, il y aurait eu plus personne. Mais ce que je veux dire, c'est que le combat contre Ketteri, tu affrontes pour la première fois un boss qui a de la gueule. C'est le seul boss qui a de la gueule. Orin, c'était vraiment, j'ai eu l'impression de me dire, bah c'est un mid-tiers, c'est un monstre moyen tiers. L'adepte de Mirkul, là il y avait de la cinématographie, là il y avait du style, là il y avait de la mise en scène. Il y avait une mise en place qui était folle, qui était intéressante, c'était beau à voir. C'était peut-être pas le combat le plus intéressant, c'était le combat le plus beau. Ça te mettait dans l'ambiance, t'avais envie de te combattre dans une arène pareille. L'arène elle donnait envie, t'avais des effluves de partout, t'avais un nautiloïde dans le fond. Tu savais que c'était la merde, si tu t'en sortais pas là, c'était foutu. Gortash, dans la salle du trône, t'en as rien à branler. Mais rien. Y a rien, y a pas une once y a pas une once d'imagination. Le combat contre Gortash, y avait rien. Pareil, le combat contre Orin. T'es dans l'arène du meurtre et c'est juste tu te tapes. Y a pas de logique, de quoi que ce soit, de truc, y a rien. Vite fait, elle obtient quelques charges d'inarrêtable, mais c'est tout. Orin, son combat, il était, mais j'avais l'impression d'être dans une baston de bar. J'ai vraiment eu la sensation de me battre dans un bar. T'es en mode, c'est bar tiers, quoi. La scène était jolie à voir, mais le combat en lui-même, il avait rien de nouveau. Elle se transforme d'entrée de jeu pour te faire peur, mais tu la vaporises. Elle a même pas de capacités spéciales qui peuvent montrer qu'elle est dangereuse. Elle s'est fait arrêter par mes ghouls. Elle s'est fait défoncer par mes ghouls. Elle s'est fait paralyser. S'il y a bien un truc que j'attends d'un boss important, c'est qu'il se fasse pas bloquer par mes sorts. Je veux justement que ce soit difficile. Je veux que pour l'arrêter, il faut que je joue sur une mécanique du jeu. C'est pas normal de tomber face à un boss qui se prend une paralysie et se fait enchaîner sans aucune force sans aucune capacité de répartie. Orin, c'était de la merde. Le tribunal du meurtre, c'était à chier. Le tribunal du meurtre, c'était littéralement combat de cave. Mais il n'y avait pas de nouveauté, il n'y avait rien du niveau, il était niveau 16, je rappelle le mec. Niveau 16, pas capable d'envoyer un sort intéressant, pas capable de faire une invocation de balle stylée, pas capable d'avoir une P2 qui te montre que, attention, t'es chez les mecs du meurtre. Pas capable de se dire... Rien. Pas de mécanique particulière. Le combat contre Gortash a été intéressant pour la simple et bonne raison que j'ai décidé par moi-même, parce que je le voulais, de ne pas éteindre la garde d'acier. Parce que je voulais un vrai combat, un combat qui avait des difficultés, un combat qui mettait dans la sauce. Pas un combat juste en mode, bah écoute, on a un boss qui se transforme, il est devenu juste plus grand. Gortash est juste devenu plus grand et... Il avait vite fait une résistance aux dégâts de force, mais au-delà de ça, Gortash, c'était vraiment le moindre de mes soucis. Il n'avait aucune importance dans le combat, aucun impact. C'était les golems de métal, moi, qui étaient importants de tabasser. Gortash, je l'ai eu à coup de splash damage, et je l'ai eu vite fait en lui envoyant quelques coups critiques dans le dos avec Enta, mais c'est tout. À aucun moment, je l'ai considéré comme une menace. Et quand ton boss n'est pas considérable comme une menace par l'équipe du joueur, mais t'as raté ton boss. Tu l'as raté. Je tiens à le dire, le boss, les combats de boss sont ratés. À part celui de Mirkul. C'est le seul qui a un minimum de gueule et une P2 intéressante. Mais les combats de boss n'ont aucun intérêt. Ils sont inutiles, ils sont useless. Pas de mécanique intéressante, pas d'évolution particulière. Pas de le mec se replace, il se retéléporte dans sa salle. Je veux dire, le mec de la tyrannie, il aurait pu dire fuck aux règles. Fuck aux règles en disant regardez, je peux faire ce que je veux, je suis le tyran. Non, c'est juste un mec qui a juste une envie de pouvoir, c'est tout. Il n'y avait rien de particulier chez Gortash. Son caractère, son personnage était creux à un level qui était mais aberrant de débilité. Il est creux, Gortash. Il est creux, mais à un niveau. Putain, mais c'est pas possible d'avoir fait ça.
C'est pas possible d'avoir fait ça. Les 3 élus de Myrkul, le seul qui est cool, dont l'histoire est intéressante, enfin, les 3 élus de Myrkul, tu vois, voilà, ça y est, je viens de le dire, c'est Myrkul le seul intéressant. Parce que tu sais pourquoi il est devenu comme ça. T'as un intérêt à comprendre son histoire, parce que ça te permet de débloquer un personnage, et ça te permet de comprendre Night Song, et ça te permet, ces 4 personnages-là, enfin, ces 3 personnages-là, Night Song, donc Chantenuy, Kétérith et Isobel, et Jaehaera dans une certaine manière, dans une certaine mesure, parce que Jaehaera est celle qui a démoli Kétérith il y a longtemps, ça te permet d'avoir un lien avec ces personnages. Moi j'étais content à la fin de revoir Isobel, même si bon j'étais en mode bon bah d'accord, Isobel et elle, je les ai jamais invoqués. Je les ai jamais invoqués parce que j'étais en mode ça vaut même pas la peine. Donc voilà. Mais je ne comprends pas comment c'est possible. Auryn. Et c'est là où on arrive à un combat qui moi m'a frustré. En tant qu'adorateur des personnages de type assassin, je ne comprends pas une seule seconde que Auryn n'ait pas eu une mécanique de shapeshifting. Je ne comprends pas que Auryn ait simplement été une grosse bourrine de type guerrier alors que c'est censé être une putain d'assassin. Certes, elle est tarée, mais à aucun moment je ne comprends le fait qu'elle ait eu une phase de bourrinade comme ça. Ça n'a aucun sens. Tu vas me dire, oui, mais c'est plus une bouchère. Mais j'en ai rien à branler. C'est le dieu du meurtre. Pourquoi elle a pas une mécanique où elle joue sur le meurtre? Merde! Elle a 0 mécanique. Tu me dis, ouais, elle a pas eu le temps de s'exprimer. Mais c'est ça le problème. Comment ça se fait que tes boss n'aient pas le temps, que les boss n'aient pas le temps de s'exprimer? Le seul qui peut s'exprimer, c'est l'adepte de Myrkul. Vite fait. De manière correcte, c'est celui de Myrkul. Parce qu'il a la P2, et en P2, il a une nouvelle forme, et c'est stylé à voir, il y a tout un truc. Donc pour moi, Kétérith, c'est le seul boss réussi. Et vu que c'est le premier boss que t'affrontes, il pouvait pas envoyer une sauce en termes de puissance méga vénère, on est d'accord. Mais à partir de là, Bane et Baal, je suis désolé, vous n'avez pas... Vraiment, les dieux n'ont pas assez nourri de puissance leurs élus. À aucun moment ils sont nourris de puissance. Tu sens pas la puissance des personnages. Tu ne le sens pas. À aucun moment. Donc... les boss sont un échec total de ce côté-là. Le golem d'adamantium est plus intéressant que littéralement Bane et Baal, les boss de Bane et Baal réunis. Le golem d'adamantium à lui seul vaut plus que Auryn et Gortash en termes de mécanique de jeu et de logique de jeu. Parce que t'es obligé de te séparer, t'es obligé d'attirer son attention, tu peux jouer sur son aggro, tu peux faire des choses, tu peux l'amener sous le marteau pour le tabasser à grands coups de marteau géant. Il y a un style, il y a un design. Tu vois? Rien que ça. C'était intéressant. Les 2 boss vraiment réussis, c'est ces 2-là, c'est Myrkul. En termes de charisme, c'est Myrkul. En termes de gameplay, c'est le golem d'adamantium. Et les autres, il n'y a rien. Je ne vois aucun autre boss qui existe dans le jeu. Je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas de boss dans l'acte 1. Il n'y a pas de boss. Il n'y a littéralement pas de boss dans l'acte 1. Et je vois pas quel boss dans l'acte 1 il y a d'intéressant, ni d'utile, ni de... pourrait te marquer. Quoique si, dans l'acte 1, bah si, dans l'acte 1, il y a le golem d'adamantium. Le golem d'adamantium, il est à la fin de l'acte 1, parce que tu peux aller lui péter la tronche pour aller justement à Moon Tower. Donc en effet, le golem d'adamantium est dans l'acte 1, je dis de la merde. Dans l'acte 2, c'est Myrkul. Dans l'acte 3, il n'y a pas de boss. Désolé de le dire, il n'y a pas de boss. La mécanique des plateformes qui tombent, c'est juste pour forcer le joueur à se déplacer. Mais dites-vous bien une chose, s'il n'y avait pas eu cette mécanique des plateformes, tu restais au-dessus, tu le bombardes et puis c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est... Et même dans la logique, il pouvait pas casser la plateforme du dessus. Sauf à la toute fin, bien sûr. Sauf vraiment quand t'as passé trop de tours à attendre. Mais il peut pas casser la plateforme au début, la plateforme du fond, parce que bah sinon tu peux plus te téléporter dessus, donc tes héros peuvent plus arriver. Il n'y a aucune logique qui casse cette plateforme-là. Donc en fait, tu places tes personnages au-dessus et tu le bombardes en fait. Mais il n'y a rien de marquant dans le jeu. Et ce n'est pas normal. Pareil, pourquoi, et là j'ai envie de te demander pourquoi, alors que j'ai les 3 putains de Netherstone, que j'ai un 20 critique
sur une réussite à 99, c'est le moment kino, tu vois, c'est le moment intéressant, c'est le moment qui est censé marquer. C'est le moment où tu réussis in extremis. Pourquoi j'ai pas réussi à dominer le cerveau vénérable? Pourquoi? Pourquoi ma chance n'a pas été respectée? Voilà. Donc, je vais dire que le jeu, en fait, je pense très clairement que ça a été un développement où il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Certaines sont ratées. C'est un fait. C'est un fait et tu peux pas le renier. Tu peux être le plus beau défenseur de tout Baldur's Gate 3. Je prends n'importe quel défenseur de Baldur's Gate 3, je le plie en deux. Je le plie en deux. À aucun moment, tu peux défendre les erreurs qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas défendable. Pas normal. Les erreurs de bug, de début de lancement de jeu. Ça, faut qu'on arrête d'avoir des jeux aussi buggés d'entrée de jeu, qui te chient au visage, qui sont toujours pas finis, et que tout le monde le mange en mode « Oh, c'est délicieux, nom 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 !» Putain, sérieux, est-ce que les gens, les joueurs, sont devenus à ce point affamés de jeux vidéo et débiles? Est-ce qu'on est devenus à ce point, nous, les gamers en général, devenus des cons à ce point pour ne pas voir qu'un jeu, il est pas fini quand il sort? Je veux dire, on se plaint. Ouais, non, bah non, j'allais dire, on se plaint de plein de choses sur, par exemple, des jeux comme les Call of Duty, mais ça n'empêche pas que les jeux soient super vendus. Donc non, en fait, non, ça change pas le problème. Les gens, aujourd'hui, sérieusement, je suis désolé, le jeu ne vaut pas ses 60 balles. Clairement, il ne le vaut pas. Avec la quantité d'erreurs qui restent dedans, il vaut 30 balles à la limite. 40, allez, 40 parce qu'il y a des trucs à l'intérieur qui sont intéressants. Il vaut pas 60 balles. Il ne vaut pas 60 €. Au vu de la qualité finale du produit, ça ne les vaut pas. Et moi, en tant que créateur de jeux de rôle, parce que très clairement, ce jeu me montre à quel point... Ce jeu, c'est l'exemple parfait. Que tout joueur de jeu de rôle, que toute personne qui désire faire du jeu de rôle et de la création de jeux de rôle à niveau, on va dire, plus professionnel, comme moi je me tends à devenir, mérite de découvrir. Ça, pour ça, le jeu, il mérite d'être joué parce que tu te rends compte d'un niveau d'erreur à l'intérieur qui est tellement immense, qui est tellement gigantesque, que ça te montre un chemin, ça te montre ce qu'il faut pas faire. L'acte 3, beaucoup trop long. Je vais vous donner une explication simple là-dessus. Je reviens sur l'acte 3 parce que j'ai mal expliqué ce que je voulais dire tout à l'heure, je pense. L'acte 3 est trop long, pourquoi? Parce que l'acte 2, il est génial. L'acte 2 est génial, il te met vraiment la pression. L'acte 3, t'arrives. C'est le calme avant la tempête. Ok, c'est le calme avant la tempête. Merde. Il y a un moment, le calme avant la tempête. Qu'est-ce que tu veux que je m'en fous? Qu'est-ce que tu veux que je m'en branle d'aller sauver des enfants? Qu'est-ce que tu veux que je m'en foute d'aider Minsk ou pas? Est-ce que ça va m'aider à avoir... Par exemple, j'ai aidé des tas de gens. Je n'ai à aucun moment ressenti l'utilité de les avoir aidés. Et dans l'acte 3, c'est trop long. T'as trop de trucs à faire pour rien. Normalement, l'acte 3, ça aurait été buter Orin, buter Gortash, détruire la garde d'acier définitivement, faire tes quêtes perso si t'en as envie, et c'est marre. C'est marre. Si tu voulais montrer l'influence que l'absolu avait sur la ville, fallait faire ça dans l'acte 2. Au pire, t'échanger l'acte 2 et l'acte 3. Et ça aurait été génial. T'échanger l'acte 2 et l'acte 3. Tu mettais l'acte 2 moins long en termes de taille de quêtes. Tu mettais un peu moins de quêtes dans l'acte... Et encore non, parce que l'acte 2 a aussi pas mal de quêtes. Mais l'acte 2, ça va encore parce que l'ambiance est cool. L'ambiance et les quêtes sont en rapport avec l'ambiance. C'est cool, ça va bien ensemble. Il y a un moment, je te jure, j'avais l'impression qu'à un moment, t'avais un mec qui allait me dire ouais, non mais... va me chercher ce sac de farine et je te donnerai 20 gold. J'avais vraiment cette impression-là. J'avais l'impression que je refaisais l'acte 1. J'étais en mode, mais j'en ai rien à foutre. Avance le jeu, avance, là c'est... Ça y est, il faut avancer, c'est le dernier acte. Envoie la sauce, envoie la sauce, ça y est. Mets-moi dans la merde. Non, il n'y avait rien de particulier, il n'y avait rien de... Je veux dire, Gortash t'attend pendant 4 jours. J'ai littéralement fait 4 jours de sommeil complet. Où Gortash t'attend en mode « Ah, attends, je vais attendre qu'ils arrivent avant de devenir archiduc. Ah 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 !» Pourquoi? Pourquoi le lendemain, il est pas archiduc? Quoi? Puis quoi? Si tu fais le choix de pas aller le voir dans la journée et de passer ta nuit, bah, il devient archiduc et puis chais.
Et quand tu le vois arriver, il te fait, vous n'êtes pas venu, je suis déçu, machin, et tu te rends compte que voilà, un petit... Mais le jeu est trop gros pour pouvoir permettre d'être cohérent. Le jeu, je pense qu'il est trop gros pour être cohérent. L'acte 3, comme je le disais, trop long. Très clairement aussi, trouver la garde d'acier. J'ai cherché, mais il y a un moment... J'ai pas trouvé comment aller chez Cazador. Bon, j'ai peut-être mal cherché, parce que Cazador, j'en avais un peu rien à branler au final. Et puis, le jeu m'a blasé, il y avait des trucs à l'intérieur, des erreurs, mais des trucs, mais... There thou art, Ah, bah tiens. the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel. Felled by mortals, I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Ah, ouais. Ouais, c'est un bon résumé. Un bon résumé. Du coup, je me pose une question très simple. Létris est un dieu. Ça, je l'ai appris de la part de Adjorwan. Létris est un dieu qui... dont est le dieu de la mort. La mort. Genre, la mort. Genre, j'ai appris que Mirkul n'était pas le dieu de la mort. Ok. Que Bane, Baal et Mirkul, si tu veux, ont pris une partie de ses pouvoirs, de ce que j'ai compris. Ou en tout cas, une partie de ses rôles. C'est pour ça que lui, il dort, en fait. Mais... si t'étais au courant, connard, pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as pas dit, bah, Bell, Bane, enfin bref. Pourquoi tu m'as pas tout balancé d'entrée de jeu en m'expliquant tout le lore? Je crois qu'on avait de temps à perdre. Pareil, ça m'énerve. Les personnages qui veulent te raconter des choses en mode ah, je joue le mystère, machin. Nick, balance tes infos, faut qu'on avance là. Allez, envoie la sauce. Donc, non, là j'ai été très frustré. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur le jeu. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais aller en vocal et tout. Je vais pas aller sur Valheim. Non, ce soir je suis blasé. Et non, ça m'a saoulé. Je vais peut-être, oui, vite fait. Je vais pas faire l'enregistrement, mais je vais continuer le stream. Je l'ai vite fait sur Valheim avec les potes. Je vais me détendre. J'ai besoin de me détendre. J'ai besoin de me détendre de ce jeu pourri, de ce jeu qui est une honte. Une honte. Il n'aurait même pas mérité, il ne mérite pas tous les éloges qu'il a reçus. Je suis désolé. Ce n'est pas normal d'avoir un jeu qui est une honte pareille et je finirai là-dessus. Je vais pas me faire beaucoup d'amis en disant ça. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous bien vous amuser. De plein de choses, plein de bisous. Mais pour moi, là, c'est une énorme frustration et je considère très clairement que... bah là, c'est carton rouge. Voilà. Je vais quand même y réfléchir. Je vais quand même y réfléchir. Parce qu'il y a des choses à sauver dedans. Mais c'est un jeu qui... Je vous laisse. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Salut tout le monde. Quand tu vas revenir. Ouais, très clairement. To you. Mais là, j'avais discuté avec tout le monde, du coup.
Bon, bah du coup, ça y est, c'est enfin fini. Enfin. Il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Déjà, petite différence comparée à le premier let's play que j'avais fait, donc vraiment sur la chaîne que j'avais fait, et pas celui qui est parti en morceaux et qui a disparu dans les fins fonds du néant. J'ai pu voir la fin parce que bah du coup vu que j'ai pas suicidé mon perso à la fin comme la dernière fois, vu qu'en tant qu'illicite je ne pouvais pas me permettre de rester en vie, j'ai donc décidé que la chose à faire était de me retirer la vie. Je n'avais pas le choix et je n'avais pas le droit de faire autrement. Donc t'as pas la fin. Et franchement j'étais en mode putain mais on a la fin de personne, on voit pas ce qui se passe. Et du coup je comprends mieux. Maintenant je comprends beaucoup mieux pourquoi ça. Parce que bah t'es mort en fait, tu t'es foutu par terre et Flétris, bah voilà, il vient de voir à la fin et tout et tout. Mais ce qui aurait pu être cool, c'est d'avoir un petit passage où Flétris te montre ce qui aurait pu être, tu vois. En mode t'arrives ici en mode fantôme, en mode tu sais t'es un peu fantomatique machin comme là, hein, ce truc là. Bon c'est une manière de faire. Mais en vrai ça donne aussi plus de goût au fait de relancer le jeu et de se dire merde qu'est-ce que j'ai raté. Donc ça c'est cool. Oh non, Bye Bye the River, c'est pas la peine. Ça on connaît. Ah non, Bye the River c'est même pas la peine. Hein. Oubliez-moi. C'est cette musique, je n'en peux plus. Ça c'est juste pas possible. Mais franchement, le jeu est bon. C'est un bon jeu. Il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, il y a énormément de choses à dire sur le jeu. Déjà, pour faire une run complète, où tu fais tout à 100%, et encore, il y a des trucs que j'ai pas fait. Il y a, je pense, 2 trucs que j'ai pas fait, bah, c'est Carcasse, enfin bref, c'était des quêtes secondaires qui étaient pas si importantes que ça, c'était juste pour avoir des alliés en plus à la fin du jeu. Mais personnellement, les alliés en plus à la fin du jeu, c'était pas non plus nécessaire, il y avait bien assez. Avec ce que j'avais fait. Il y a encore des trucs que j'ai pas découvert, que je n'ai pas fait, que je n'ai pas obtenu, bien évidemment, il y a plein de trucs à faire. Mais il y a, maintenant que j'ai fait ça et que j'ai vu tout ça, je me rends compte des points positifs du jeu, parce qu'il y en a, et ça c'est indéniable, malgré ce que j'ai pu dire sur le jeu, disant que c'était un jeu de merde, machin et tout. Ce qui, selon moi, reste le cas, c'est un bon jeu, mais vraiment à la limite d'être un jeu moyen. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup trop de conneries, il y a beaucoup trop d'erreurs qui sont immense et qui moi me gêne personnellement. Mais là on rentre plus dans un côté purement personnel et un point de vue purement personnel, donc chacun verra ce qu'il a envie de voir et fera sa sauce avec ce que j'ai à dire. Mais on ne peut pas enlever les faits, des faits complets dans le jeu. Faudra que j'en parle dans la vidéo que je vais sortir, que je veux sortir justement. Là je vais pouvoir la faire. Mais le jeu a... Ça m'emmerde de dire ça, parce que le jeu, j'ai envie de l'aimer. J'ai pas passé autant de temps dessus. J'ai passé combien de temps dessus? J'ai passé quoi? Pas loin de 300 heures? Non, attends, j'abuse peut-être un peu. 352 heures. Voilà, on pourra pas dire que j'ai pas joué au jeu. On pourra pas venir me dire, ouais, mais t'as pas joué au jeu, lol, connard enculé, pédé pourri enculé. Non, on pourra pas me dire ça. 352 heures, on va me dire, bon, t'as fait 3 runs, quoi. T'as fait à peu près 3 runs. Ce qui est vrai. Parce qu'il faut à peu près 90 heures pour faire le jeu complet en ponçant chaque détail. À peu près. Voilà, et encore, ça dépend. Mais très très cool la fin où tu vois tous les personnages, tous les trucs. C'est sympa de voir un peu toutes les résolutions que tu as. De tous les personnages que tu as amenés avec toi, qui ont suivi l'aventure et tout. Mais, à aucun moment, on ne me fera croire, ni même accepter, que ce que je viens de voir là était une fin de jeu. Non. Ça, c'est pas une fin de jeu. Ça, c'est une scène post-crédit. Où on te raconte les trucs un petit peu rigolos et tout. Mais ça n'apporte rien de plus que juste des petits feelings à la fin. Mais c'est un bonbon, c'est un bonus, c'est un cadeau. C'est pas un morceau du jeu. C'est un cadeau. Alors oui, c'est un morceau du jeu parce que techniquement c'est dans le code du jeu, machin, etc. Oui, Jean-Billy, premier degré, calme-toi, ça va bien se passer.
Va à ton frigo, prends un thé glacé et puis commence à te calmer. Ça va te faire du bien déjà pour commencer. Donc tous les gens au premier degré, c'est pas la peine de venir. Ça sert à rien. Il y a un moment... réfléchissez 2 secondes par pitié. S'il vous plaît. Mais le jeu a beaucoup à offrir. Mais il vole aussi beaucoup de ce qu'il aurait dû être. Malheureusement, de mon point de vue purement factuel. Parce qu'il y a des faits à l'intérieur du jeu qui sont vérifiables, reproductibles. Donc ce ne sont pas des choses qu'on peut être en mode non mais c'est ton point de vue tout. Non, là c'est pas une question de point de vue, c'est une question de c'est ça et puis c'est tout. Il n'y a pas de discussion, c'est un fait, il est devant toi, il est avéré, il est physique. Et il est reproductible, donc c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Qu'est-ce que c'est qu'un fait? Une preuve factuelle, c'est quelque chose qui est vérifiable, donc que tu peux décrire et expliquer. Et que en vérifiant, c'est-à-dire que tu peux aussi, elle est reproductible. Ces 2 liens intrinsèques sont obligés d'être dedans pour que quelque chose soit factuel. Il y a des faits à l'intérieur qui sont gênants. Des faits que ce soit au niveau des mécaniques de jeu, où tu es en mode mais qu'est-ce que vous avez fumé? Qu'est-ce que vous avez fumé? Vous jouez à un jeu qui est censé être un jeu de rôle sur... qui est censé être un jeu de rôle tout simplement, dans lequel vous avez décidé de mettre des échecs critiques et des réussites critiques. Ok, c'est cool, parce que de toute façon... Qu'est-ce qu'un jeu de rôle sans échec critique et réussite critique? Pour moi, ça fait quand même une énorme partie de ce que c'est qu'un jeu de rôle, c'est les échecs critiques et les réussites critiques. Là, dans le jeu, les réussites critiques, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sauf sur certains jets de discussion qui sont au-delà de 20%. Voilà, qui sont au-delà de 19%. Mais sinon, ça sert à rien. Parce que tu as des stats qui sont là pour t'aider à avancer dans tes jets, qui sont là pour les maxer. Et la réussite critique ne t'offre aucun bonus. Ça ne t'offre pas de bonus, ça ne t'offre rien. Le fait de faire une réussite critique, c'est censé être récompensant. Tu es censé obtenir plus que ce que tu étais en train de faire. Or, dans le jeu, la réussite critique n'existe pas. C'est juste une réussite de plus. Tout comme l'échec critique, qui est censé être l'inverse de la réussite critique, qui est censé déclencher plus de problèmes que simplement le fait d'avoir juste raté ton action. Ça n'existe pas. Donc dans un sens, les deux sont équilibrés. Mais du coup, à quoi ça sert de marquer réussite critique et échec critique? À quoi ça sert de donner aux gens la vision qu'une réussite critique existe et qu'un échec critique existe, si c'est pour que les deux n'aient aucun intérêt? Et là, tu es en train de me dire, ouais, mais réussite critique, ça te permet de réussir automatiquement tes jets. D'accord, je comprends. Donc, par conséquent, si tu réussis automatiquement tes jets, bah c'est cool. Ouais, c'est cool pour les discussions. Ou pour toucher une armure, j'ai envie de te dire. Mais quand tu fais une réussite critique et que derrière tu fais 1 point de dégâts, j'ai envie de te dire, bah ça sert à rien. Quand tu fais une réussite critique sur une discussion et que tu n'obtiens pas plus d'infos ou de possibilités de discussion, bah ça sert à rien. Et en même temps, on va me dire, ouais, mais Enta, tu peux pas mettre ça dans un jeu de cette taille-là, c'est pas possible. On est d'accord. Et je suis complètement d'accord. Ça, c'est vrai. Vous pouvez pas mettre dans un jeu de cette taille-là, avec la quantité de dialogue qu'il y a dans le jeu, faut leur donner crédit pour ça. La quantité d'écriture à l'intérieur du jeu, elle est faramineuse, elle est gargantuesque. Faut se rendre compte du niveau d'écriture qu'il y a dans le jeu quand même. En termes de quantité, j'entends, parce que le niveau en termes de qualité, ça on va en reparler. Parce qu'il y a 2 poids 2 mesures en termes de qualité d'écriture. Mais là, on peut pas mettre ça, c'est pas possible. Donc, de mon point de vue, fallait enlever le principe de réussite critique et d'échec critique. Et en même temps, dans un certain sens, c'est pas bon aussi. Parce que d'un côté, t'as le côté, ok, j'ai que, je dois faire un jet de 17 sur mon D20. Et j'ai -1 de force. Et c'est un jet de force. Et tu fais 20. T'obtiens une réussite critique. Donc ça passe. C'est pas vraiment nécessaire. Que tu fasses 20 en critique ou 20 pas critique, ça change rien. Ça fait une réussite. Quoi qu'il arrive. Par contre, si j'avais -1 de force et que je vais faire un jet à 28 et que je fais 20, c'est une réussite quand même, là ça a du sens. Mais il aurait fallu que les échecs critiques aient quelque chose aussi pour équilibrer la sauce. Parce que les échecs critiques dans le jeu n'existent tout simplement pas. Allez me dire, trouvez quelqu'un dans l'entièreté des gameplay Baldur's Gate qui, en faisant un échec critique, s'est senti déçu d'avoir fait son échec critique.
Parce que je rappelle, tu fais un échec critique, rien ne t'empêche de recommencer tes actions derrière. Tu fais un échec critique en crochetage, tu peux quand même recrocheter la porte. Tu fais un échec critique en désarmement de piège, ça n'active pas le piège. Ou alors s'il s'active, moi ça me l'a pas toujours fait, donc c'est un peu en demi-teinte ça. Tu fais un échec critique en discussion avec quelqu'un, tu peux relancer la discussion avec un mec qui est à côté de toi. C'est-à-dire, moi, Enta, je lance la discussion avec quelqu'un, je fais un échec critique, je relance la discussion avec Gale, ça remarche. Il aurait fallu... Mais le problème de la réussite... Le truc, c'est que la réussite critique, là où elle est facile de la régler, c'est que la réussite critique... Et là, c'est le créateur de MJ, le créateur de jeux de rôle qui parle, parce que ça fait 10 ans que je bosse sur le mien, donc bon, il y a un moment, je sais de quoi je parle, si tu veux. Réussite critique dans un jeu de rôle papier, tu peux te permettre de l'impliquer. Mais dans le PC, là, dans le jeu PC, c'est difficile. La réussite critique, c'est la seule qui est correcte, selon moi, parce qu'elle t'offre la possibilité de surclasser des événements qui seraient censés être impossibles. C'est la réussite parfaite. C'est en mode, waouh, t'as eu l'éclair de génie au bon moment. J'avais moins 1 de force sur un jet à 27 et j'ai quand même réussi à sortir le move au bon moment avec la bonne force. Enfin, voilà. Par contre, le fait que l'échec critique ne donne rien, c'est très dur à régler, parce que tu as beaucoup trop de possibilités. Et je comprends aussi pourquoi ils ont fait ça. Mais de mon sens, la réussite critique et l'échec critique n'ont quasi aucun intérêt. Parce que la plupart du temps, tu veux faire des jets avec les mecs qui sont les plus forts de ton truc pour faire les jets de dés en question. C'est rare de tomber dans des moments où t'as pas la possibilité de faire les jets de dés avec la personne qui t'intéresse. Donc le bonus de la réussite critique, il existe de moins en moins quand tu regardes ça. C'est uniquement pendant les moments de conversation où seul ton héros peut répondre, donc ton personnage, ou le personnage que tu as sélectionné peut répondre. Genre par exemple dans la demeure de l'espoir, tu vas discuter avec Hope, avec Espoir justement. Tu vas discuter avec Espoir. Pendant le moment où tu essayes de t'infiltrer et tout, et qu'elle te dit « Ah, taisez-vous, faites semblant de poser une question, machin, tout. » Enfin, c'est pas tu fais semblant, tu poses une question, mais d'une certaine manière sur certains styles de jeu. Qu'est-ce qui empêche qu'un autre de tes personnages lance le truc? Parce que c'est pas expliqué que tu peux lancer un autre personnage. Je sais pas si c'est faisable d'ailleurs. Mais t'as des situations comme ça où... Pourquoi? Par exemple, quand tu lootes un objet par terre, ton personnage rate son jet de détection. Pourquoi tout ton groupe ne peut pas faire de jet de détection? Au moins un. Il y a des tas de problèmes dans le système 2D qui sont pas bons. Qui prouvent que le système 2D, il a été fini, pas bâclé. Il n'est pas bâclé. Même si je le pense qu'il a été bâclé, mais je pense qu'il a été bâclé parce qu'ils avaient plus le temps de faire un système correct. Je pense que l'Arians Game Studio ont eu tellement de problèmes à sortir. Je pense que c'est un projet qui a été avorté. Enfin, pas avorté, mais qui a été sorti par césarienne et dans la douleur. Et avec une péridurale qui n'a pas marché. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un jeu qui a demandé tellement de temps, tellement de ressources, et ça a tellement sucé la volonté des gens qui ont fait le jeu qu'à la fin, l'acte 3, c'est l'exemple parfait. L'acte 3, il n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens à l'acte 3. L'acte 3, pour moi, c'est un immense ta gueule, c'est magique. Il n'y a aucun moment où l'acte 3, pour moi, ne fait de sens. Pour beaucoup trop de points. Déjà, la longueur de la chose, la longueur des choses que tu as à faire, la quantité, pas la longueur des quêtes, mais la quantité de choses que tu as à faire dans l'acte 3. C'est pas un acte 3, ça. C'est pas un acte final où tu es censé finir le jeu. Il manque un acte. Il manque un acte 4 où tu te tapes balle dure en entier pour résoudre les problèmes de tes potes. Et l'acte 4 où tu vas vaincre le problème final qui est le boss final. C'est ça la logique. Et dans lequel tu aurais quelques trucs finaux, comme par exemple finir la truc avec Gale, finir la truc avec Lae'zel, voilà. Parce que les deux se terminent sur ça, si tu veux, ils se terminent là-dessus. Mais il y a un moment, l'acte 3, il y a des quêtes à l'intérieur, t'es en mode, ouais, vous devez vous faire des alliés. Mais je rappelle une chose, hein, l'acte 3, tu commences, la ville est sous siège, hein, je rappelle. La ville est assiégée par l'absolu. Oui, mais quand Gortash et Orin, ils maintiennent l'absolu en dehors pour machin, truc bidule. Vraiment, pour moi, c'est un immense ta gueule, c'est magique. C'est un immense ta gueule, c'est magique. Vraiment. Vraiment, c'est... Je rappelle, ils ont plus le contrôle du Netherbrain. Le Netherbrain n'arrête pas de sortir des vagues d'énergie psychique. À partir de quel moment l'armée qui est derrière la porte ne vient pas foutre le Bronx? C'est pas logique. Acte 2, entre l'acte 2 et l'acte 3, l'armée se barre avant nous. On tue Keterict.
On poursuit l'armée. Comment on a réussi à atteindre la ville en esquivant une armée d'une taille tellement grande, je rappelle. Comment on a fait pour esquiver ça? Alors qu'on prend le même chemin, je rappelle. Hein. Il n'y a même pas un morceau de lore ou d'histoire ou de quoi que ce soit. Là, ça aurait été le moment de mettre un petit moment où tu vois tes héros qui passent dans les fourrés avec justement la voix off qui est en train de t'expliquer qu'après tant de temps à être passé discret, à devoir esquiver les embuscades, les machins, les trucs, vous avez réussi à passer. On est complètement laissé dans le vide. L'acte 3, entre l'acte 2 et l'acte 3, il y a enfin, entre l'acte 1 et l'acte 2, c'est direct. La liaison, elle est directe. C'est du tout au tout. C'est en mode, t'as pris l'ascenseur qui a monté, paf, acte 2. C'est une continuité. Entre l'acte 2 et l'acte 3, il est censé avoir un time-lapse de ce qui s'est passé. Tu vas pas me faire croire qu'il y avait 3 jours de marche. Et tu vas pas me faire croire que 3 jours de marche, t'as réussi à les faire tranquille, easy peasy, lemon squeezy, sans avoir à côté une armée qui est en train de te chercher le cul, je rappelle, pour récupérer le prisme astral, et ainsi de suite. Enfin, il y a un moment, réfléchissez 2 secondes. Enfin, peut-être que c'est pas eux qui cherchent le prisme astral, j'ai plus trop mémoire. Mais merde, quoi. Il y a un moment, réfléchissez. Il y a des trous dans le scénar qui sont tellement immenses. Au niveau des dieux et de ce que les dieux ont le droit de faire ou non, il y a un niveau de n'importe quoi qui est immense. Et à côté de ça, l'écriture du scénario de la ligne rouge principale du scénar, elle est trop cassée. Elle est trop cassée. Il y a trop de morceaux à l'intérieur qui font pas de sens. Plus tu avances vers l'acte 3, plus ça fait aucun sens. Je suis désolé. L'acte 3 fait absolument aucun sens. Pour moi, il y a des trucs à l'intérieur, t'es en mode, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu peux pas passer comme moi autant de temps à regarder tout le monde, aider tout le monde et faire toutes les quêtes, sans que littéralement Aurine ne cherche à t'assassiner plusieurs fois. Bon, même si elle est complètement tarée et qu'elle veut te tuer auprès de balles. Bon, au pire, pour elle, je peux comprendre. Mais Gortache? Qu'est-ce que branle Gortache? Gortache reste sur son trône et c'est tout. C'est-à-dire que Gortache, il est là et tu fais péter sa fonderie. Ok, pas de problème. Tu fais péter tout l'endroit où justement les membres de l'Absolu faisaient de la TNT. Pas de problème non plus. Tu fous un bordel immense dans la ville. Et il n'y a rien, ni personne, à part 2-3 membres du point enflammé qui sont mal codés, qui vont venir te faire chier. Parce que les mecs peuvent te percevoir à travers 3 dimensions, 7 pâtés de maison et 200 armures. Ils arrivent à voir au travers de tout ça, ils sont en mode, hein, ce mec à 200 km est en train de voler un truc dans un coffre. Il faut que j'aille l'arrêter. Papa. Et il va te foncer dessus. Je rappelle, on était dans la maison de la... Je sais plus c'était quelle maison, mais c'est juste à côté de la fonderie, là où justement les 2 mecs en duel se font le duel et s'entretuent. Dans une maison pleine de nobles et tout, et on va discuter avec elle pour apprendre plus sur l'assassin enfin, leur dire qu'il y a des membres du culte de Baal qui foutent la merde. Je vole un coffre chez elle. Il y avait personne, on avait vérifié, il y avait personne derrière. Et j'ai revu la VOD, normalement il y a personne derrière. Le mec se TP sur moi. Et me dit, quelqu'un a volé quelque chose. Je suis désolé, c'est pas normal. Il y a des problèmes de coding dans le jeu. La lisibilité du jeu, elle est imbouffable. Le jeu n'est pas lisible. Tu ne sais pas. Déjà, un truc que je ne comprends pas. Tu prends un bonus sur ton arme d'enchantement de feu. La meilleure arme pour expliquer tout ça, c'est l'épée de longue flamme. L'épée de longue flamme, qui a 2d6 de dégâts de base, plus un d4 de feu, qui est quand même une très bonne arme. C'est une excellente arme, même elle a duré très longtemps dans l'aventure pour moi. Jusqu'à ce que je comprenne que les armes à deux mains ne servent à rien dans le jeu. Voilà, faut le dire, les armes à deux mains sont inutiles dans le jeu. Ça, c'est aussi un énorme problème. Elles servent à rien. Je veux dire, t'as plus d'intérêt à avoir une arme à une main et un bouclier pour être encore plus difficile à toucher et donc ne jamais te prendre de dégâts ou presque, et mettre plusieurs attaques et coups. Et encore au pire, si t'as besoin, t'as des parchemins pour envoyer des énormes bastos. Et la magie, faut qu'on en parle. Enfin, il y a trop de trucs à dire, il y a beaucoup trop de trucs. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le jeu, pour moi, je lui donne un maximum. Pour moi, ce que j'estime être un bon jeu, c'est un 14 sur 20 grand max. Et je lui donne un 14 parce que vraiment, il y a eu des trucs à l'intérieur qui étaient bien. Il y a des bons personnages qui sont bien écrits. L'écriture des personnages qui t'accompagnent sont incroyablement bien faites. Ça, pour le coup, c'est irréprochable.
C'est très bien fait. Les voice actors sont géniaux à entendre. Ça donne vraiment du... J'aurais aimé entendre cette version en français. J'aurais aimé qu'il y ait une VF qui soit faite sur le jeu. Voilà. Mais la VO est très très bonne aussi. La VO, elle est incroyable. Tu sens vraiment que les personnages sont habités par une âme. Il y a vraiment quelque chose dedans. Donc voilà. Moi, je lui donne entre 13,5 et 14 sur 20 max. Mais il peut pas aller au-dessus. Il ne peut pas aller au-dessus parce qu'il y a trop d'erreurs, il y a trop de problèmes. Et ça, j'ai fait une liste dans laquelle j'ai tous les problèmes et tous les points bénéfiques et tous les points négatifs, je les ai notés. Mais il y a trop de conneries à l'intérieur qui me rebutent, qui me révulsent. Et je suis là, je suis en mode non, c'est pas possible, vous avez pas le droit. Comme j'avais dit dans la toute première fois où j'avais fini mon let's play, s'ils avaient pas fait Divinity 1 et 2 avant, j'aurais pardonné, j'aurais mis plus haut la note. Je l'aurais mis même à 16, tu vois. Parce que il y avait des trucs qui étaient bien dedans, mais pour un premier jeu, ça aurait été immense, ça aurait été fou. Mais pour un premier jeu de rôle, j'entends. Mais ils ont fait Divinity 1 et ils ont fait Divinity 2 surtout. Parce que le 1, il y a des trucs à l'intérieur, mais c'était le premier, on pardonne. Divinity 2, je suis désolé. Il met 1000 zéros à ce jeu. Il lui met 1000 zéros. Je suis désolé. Tu me laisses le choix entre jouer à Divinity 2 et jouer à Baldur's Gate 3. Je joue à Divinity 2 tous les jours. Baldur's Gate 3 n'est pas au niveau de Divinity 2. Et il ne le sera pas tant que les problèmes à l'intérieur du jeu ne sont pas réglés. Mais pour ça, bah déjà l'histoire elle est pas réglable parce que c'est l'histoire, elle est écrite comme ça. Malheureusement tu pourras jamais la changer. Tu pourras pas modifier les erreurs qu'il y a dedans. Ou alors ça va être des rafistolages dignes des plus grands MJ de tous les temps. Donc ça va pas être beau à voir. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Niveau rafistolage, je m'y connais. Tous les MJ s'y connaissent en rafistolage d'histoire. Et je suis désolé, je peux pas mettre ce jeu au même niveau que pour moi, Divinity 2, avec toutes les possibilités, toutes les choses qu'il y avait à faire dedans, il était à 16-17, facile, 16-17. Il y avait 2-3 trucs qui cassaient un peu les couilles, mais ça allait. L'histoire des personnages était bien réglée et l'acte final était pas trop lourd. L'acte final était pas trop lourd. Et tu pouvais quand même déclencher des effets d'actes finaux de personnages que tu n'avais pas déclenchés. Enfin, de personnages que tu n'avais pas joué, malgré tout. Et ça, c'était intéressant parce que tu étais putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du brouillard mortel ici? T'es pas au courant de ce qui se passe si t'as pas fait les recherches de brouillard mortel, si t'as pas eu la bête avec toi, donc le fauve, ou le fauve, je crois, il s'appelle. Le nain qui est avec toi. Pareil, Ifan Best, t'as plein de trucs à faire avec lui. Enfin, il y a des choses. Et une erreur monumentale qui fait que pour moi le jeu va descendre à 13 et pas à 14. J'étais prêt à le mettre à 14 le jeu. Prêt. J'y étais prêt et je viens de réaliser un autre truc. C'est un copier-coller de Divinity 2. L'histoire c'est la même que Divinity 2. Et là vous allez me dire, ah ouais, il y a un cerveau vénérable dans Divinity 2? Oui, il y en a un. 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 Divinity 2, franchement, je ferai le comparatif entre l'histoire de Divinity 2 et l'histoire de Baldur's Gate 3. C'est la même histoire. C'est littéralement la même histoire. Je suis désolé, c'est la même chose. Et pour moi, c'est pas normal que d'affilée, 2 jeux d'affilée, hein, parce que Divinity 2, je crois que c'est le dernier jeu qui a sorti l'Alliance Games. Je dis peut-être de la merde de ce côté-là, faudra que je vérifie. Mais tu peux pas me faire croire que ce jeu-là est innovant et intelligent dans sa narration quand c'est exactement la même histoire que Divinity 2. À quelques détails près, mais pas des détails importants. Je suis désolé, tu peux pas me faire croire ça. En tout cas, je vous fais des bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine. On va pouvoir désinstaller le jeu une bonne fois pour toutes. Même si j'ai besoin de faire quelques captures dans certains passages et certaines explications dans le jeu. Voilà. Mais il y a des moments, je vous jure, c'est compliqué. Des bisous tout le monde, salut. Tel fut l'écho des actes du libre marchand de la dynastie Vaude-Valancius. Son influence transforma les étendues de Coronus et les prépara à des événements encore plus sombres et violents. Mais il s'agit là d'une toute autre histoire. Celle du Seigneur Capitaine s'achève ici. Fin. Oh. Incroyable. Putain. Un jeu absolument incroyable. GG pour la fin du jeu, merci. Merci Cœur d'Anse. Mais attendez, faut vraiment que là on se pose un petit peu. Faut
là... Cette fin, elle est impressionnante. Elle est folle. Ce jeu vient de m'ouvrir les yeux tellement fort. Le jeu est incroyable. Le jeu est vraiment fou furieux. Le niveau de contenu à l'intérieur est absurdement élevé. La qualité du lore et le respect du lore, à quelques exceptions près, mais c'est normal, si tu respectais le lore à 100%, c'était pas possible. Mais ce que taper à main nue, taper avec une épée à main nue sur un Cthulhu, faut oublier. Hein, voilà. Mais au-delà de ça, ce que le jeu propose est gigantesque. Le respect du lore est à 95% parfait, je pense. Et il permet d'avoir vraiment un plaisir de jeu qui est immense. Le jeu te douche dans du lore, dans des compétences, dans des stuffs, dans des personnages qui ont un background qui est fou. Tout est intriqué de manière ultra propre. T'as pas un endroit où tu dis ça fait pas de sens. Y a pas un endroit où je me suis dit putain mais ça fait aucun sens. Ou alors si je me le suis dit c'est parce que je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Et quand j'ai eu la révélation je suis en mode mais oui c'est logique, c'est cohérent, mais putain mais oui. Mais évidemment ça pouvait que être ça et pourquoi je l'ai pas vu. Ce jeu, les musiques sont géniales, les ambiances sont géniales, les mobs que t'affrontes sont incroyables. Plus tu avances dans le jeu, plus tu sens la vraie puissance de tes personnages. À la fin, Enta, il pouvait tanker comme un Tchad, mais une infinité d'attaques. Tellement il tankait, et il envoyait des belles patates à la fin. Hein. C'est ça qui est fou, hein. Il a envoyé des énormes taloches à la fin. Hein. Argenta qui pouvait passer du sniper à la mitrailleuse lourde, enfin du sniper au bolter. Tous les personnages avaient vraiment des capacités de fou. Idira, la puissance d'Idira était incroyable. Elle était terrifiante. Idira, elle claquait des doigts, il y avait une salle entière d'ennemis qui disparaissaient. Si Enta ne pouvait pas gérer une armée d'ennemis à lui tout seul, parce qu'au bout d'un moment il tomberait face à la masse, elle se faisait toucher une fois par une attaque un peu trop forte, elle mourait. Mais par contre, vu qu'elle commençait les tours, elle vitrifiait la moitié de la salle. C'était dingue. Pascal qui était capable de donner de la mobilité, d'amener un boost à toutes les squads et tout le monde, mais un truc de fou. Ma navigatrice qui était capable avec ses sorts psy de juste dire à des mecs toi là-bas je vais te vitrifier, y a pas de problème, je vais te détruire. Et elle donnait des nouveaux tours aux gens, elle donnait une largesse de jeu de fou. Les classes données à chaque personnage, enfin Ulfar était incroyable, Abelard était incroyable, tous les personnages, même s'il y en a certains que j'ai pas beaucoup joué, mais tous étaient incroyables à leur manière, parce qu'ils avaient tous des gameplays qui étaient puissant, très puissant. Et franchement, ça me donne envie de faire le jeu en difficulté hardcore. J'ai envie de rejouer au jeu, de faire une run hardcore en tant qu'hérétique. Et un truc, au-delà du gameplay, parce que le gameplay en lui-même déjà est ultra polish, vraiment ultra polish. Il y a 2-3 trucs où t'es en mode ah c'est un peu bizarre, pourquoi? Mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. Mais au pire c'est des petits problèmes, tu peux les accepter parce que le jeu a une trop grande qualité. Le truc qui m'impressionne, c'est au niveau de la fin. Le jeu en lui-même, il te regarde et il dit t'as fait des centaines de choix durant tout le jeu. Que ce soit sur la gestion de tes planètes, sur la manière dont tu dirigeais les gens, sur qui t'a tué, qui t'a gardé en vie, comment t'as influencé ton escouade pour qu'elle soit plus gentille, plus méchante, plus dogmatique, plus hérétique, plus machin. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'à la fin le jeu, pour tous les changements que tu as infligés à chaque morceau de ce que tu pouvais changer, il y a un petit morceau. Le soin de l'hérissage de Balardo, mais oui,
Le choix de l'héritage, il y a un lore sur cette petite fille. C'était pas nécessaire. C'était une micro-quête. Mais c'était génial. Tout était génial. Parce que à la fin, tu te sens récompensé d'avoir agi. Tu te sens récompensé d'avoir joué comme tu le désirais. C'est pas... faut que j'en parle parce que c'est obligatoire. L'éléphant qui est dans la pièce, faut que je le mette, mais... Dans Baldur's Gate 3, quand tu termines le jeu, tu as... Quand tu termines le jeu, tu n'as pas la sensation d'avoir joué un jeu de rôle. Parce que, quels que soient les actes que tu aies faits, ils n'ont pas de vrais impacts sur la fin du jeu. Il n'y a pas de vrai impact. La fin du jeu, et j'ai vérifié sur internet, ça qui me frustre, quoi que tu fasses dans le jeu, t'auras quasiment les mêmes choix. C'est-à-dire que t'aies fait toutes les quêtes, ou que t'aies fait aucune quête de personnage, que t'aies sauvé tout le monde, que t'aies tué tout le monde, t'as le même résultat pour tout le monde. La fin, c'est la même. À une exception près, la fin, c'est la même. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir joué à un jeu qui a dit « ça, c'est ta fin ». Ce ne sera pas la même que un autre joueur. J'ai vraiment la sensation de me dire que quelqu'un qui a fait une run hérétique, une run dogmatique, et moi qui ai fait une run iconoclaste, si on se regarde tous les trois, on n'aura clairement pas les mêmes sensations de jeu ni les mêmes fins. Je suis sûr que tu prends n'importe quel joueur de Baldur's Gate 3, il t'explique la même chose. Parce que c'est la même fin, c'est la même chose, il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de bien fou. Le jeu est rempli d'erreurs catastrophiques qui font qu'à la fin, t'es en mode, bah évidemment qu'ils pouvaient pas mettre un lore de fou à la fin. Il y a trop de trous dans le scénar. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop de moments où t'es en mode, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre un exemple très con. On rencontre Ulfar très loin dans le jeu. On le rencontre à Komora, c'est-à-dire au minimum à la moitié du jeu, voire dans le dernier tiers du jeu. Dans le dernier gros tiers du jeu. Parce que t'as Komora, après tu sors de Komora, tu vas péter la gueule à la faction de l'aube finale, et ainsi de suite, et tu termines le jeu. Donc on est sur le dernier tiers à peu près. Komora, c'est le début du dernier tiers. Komora, c'est à cheval entre la fin du deuxième tiers du jeu et le début du dernier tiers. Mais quand tu le rencontres, il a des compétences qui sont à lui, des statistiques qui sont à lui, des passifs qui sont à lui, des armures et des objets qui ne sont qu'à lui. Quand tu rencontres Minsc dans Baldur's Gate 3, il n'a aucune capacité personnelle, il n'a rien qui le différencie d'un autre guerrier du jeu. C'est un héros qui est légendaire dans Baldur's Gate 3, Minsc. Et il n'a rien de différent d'un autre guerrier à part un skin. C'est-à-dire que tu n'as aucun plaisir à sortir le personnage pour te dire je joue ce personnage parce qu'il a cette particularité. Rien n'est particulier. Le jeu de Baldur's Gate 3 est un jeu où qui que tu choisis, t'auras le même résultat. C'est un jeu qui a été dessiné pour ne froisser personne et pour permettre à tout le monde de jouer sans avoir besoin de faire un choix. C'est un jeu qui dit t'as pas besoin de faire de choix, tout le monde a le même résultat. C'est un jeu qui a retiré, et c'est ça que l'ouverture que j'ai eue là, ça fait des mois que j'y pense. Ça fait depuis janvier que je veux sortir ma vidéo sur Baldur's Gate 3 et j'ai bien fait de pas la sortir. Parce que vous imaginez pas la quantité de choses que j'ai à dire grâce à Rogue Trader en fait. Putain la vache. Ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte que dans jeu de rôle, là j'ai eu l'impression d'avoir un rôle, alors que dans Baldur's Gate 3, tu joues à un jeu qui est une ligne. C'est pas un embranchement, c'est pas un arbre dans lequel tu as plein de branches et en fonction des branches que tu choisis, tu vas arriver à différents endroits du tronc de l'arbre. Non, là c'est dans Baldur's Gate 3, c'est un tronc mais qui a été dépourvu de toutes ses branches et qui est une putain de ligne droite. C'est juste qu'il y a des boss dessus, du coup les gens ils sont en mode ouh ça change, mais non, t'es sur une ligne droite, c'est juste qu'il y a des dos d'âne. Il y a rien de différent. C'est une ligne droite. Quoi que tu fasses, c'est une ligne droite. Il y a rien. Il n'y a rien dans le lore qui te permet de te dire que ta fin va être différente de l'autre, à une exception près. Il n'y a qu'une seule fin qui est différente de toutes les autres. Mais sinon toutes les autres, que tu sois gentil ou méchant, tu peux toutes les faire. Il n'y a pas de différence. Il n'y a rien. J'ai regardé les conditions. Alors c'est là où ça me fume. C'est un jeu de rôle dans lequel on a retiré le principe de rôle. Déjà. Parce que quoi que tu choisisses, le résultat sera le même. Quoi qu'il se passe, le résultat sera le même. Dans ce jeu-là, si tu pars en full hérétique, il y a peut-être possibilité d'avoir Kunraid Vodvir avec toi à la fin et d'avoir les forces du chaos qui t'aident
J'en suis sûr. Si tu choisis le fougue dogmatique, tu peux... La fin, c'est ça qui est dingue. Tu peux rejoindre Henrik von Kalox. Tu peux rejoindre le Ctan. Tu peux rejoindre le Ctan. À l'aide. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des dingueries dans le jeu et d'avoir une fin qui a pas du tout la même sensation. Tu peux avoir une fin où t'as mis le monde à feu et à sang et que les étendues de Coronus soient réduites à néant. Dans Baldur's Gate 3, quoi que t'aies fait, la fin c'est la même pour tout le monde. T'as pas vécu grand chose de plus et tu vivras juste ta vie à toi, mais il n'y a pas de changement dans l'univers que t'as apporté. C'est-à-dire que t'as vaincu une menace qui est gargantuesque, tout comme la menace qu'on a vaincue aujourd'hui. Et pourtant dans Baldur's Gate 3, l'impact derrière, il a été résumé en « les gens vous oublieront pas, merci d'avoir joué ». Là, ça a été en mode « l'Imperium va te casser la gueule ». T'as Aletok qui va venir te casser le cul. Il y a des vraies menaces, il y a des vrais impacts, il y a des vraies implications, il y a des vraies émotions qui se sont dégagées de cette fin. Alors que dans la fin de Baldur's Gate 3, la seule chose que t'as, c'est en mode merci d'avoir joué et de toute façon, on n'avait pas mieux à vous offrir. Putain la vache. Je vous jure, c'est douloureux. Pour moi qui suis un adorateur de jeux de rôle, j'ai pas créé mon jeu de rôle depuis plus de 11 ans pour rien si tu veux. Moi j'ai mon propre jeu de rôle qui est en création depuis 11 ans maintenant. Je sais ce que c'est que de créer un jeu qui a besoin de créer des évolutions, qui a besoin de créer des changements, des impacts, de ce que c'est que de créer un scénario qui est dur, qui a plein d'intrications et d'implications. Et là j'ai vraiment vécu un jeu de rôle. C'est un jeu qui s'est dit, on va pas mettre que du gameplay, on va mettre aussi des moments où tu es en train de lire un livre et tu réalises des actions dans le livre pour qu'il se passe des choses. Et en fonction de tes jets, ça peut partir en couille, mais c'est dans un livre. Ça donne vraiment une notion de narration et jeu de rôlesque. Dans BG3, quand tu passes de l'acte 2 à l'acte 3, t'as même pas un mot. T'as un fondu au noir. Je rappelle qu'entre l'acte 2 et l'acte 3, t'es censé avoir traversé une putain d'armée. Enfin, t'es censé avoir esquivé une armée gigantesque de l'absolu. Il n'y a aucune info. T'es au courant de rien. T'arrives, on te dit l'absolu s'est fait péter la gueule. Voilà, point. La menace est mise de côté. T'as aucune idée de ce qui se passe. On te récompense de rien d'avoir réussi à défoncer l'acte 2. L'acte 2, qui est le meilleur acte de Baldur's, c'est le meilleur acte de Baldur's Gate 3. Mais t'arrives au début de l'acte 3, t'es en mode ok, c'est simple, c'est quoi les implications des actes que j'ai commis? Il y en a aucun. T'arrives, c'est comme si c'était rien passé. T'arrives dans la ville, tout le monde vit sa vie sans problème. T'as pas la sensation de la menace. T'as pas la sensation que c'est la merde. Quand je suis arrivé et que là t'avais Épitaphe, enfin pas Épitaphe mais que t'avais le monde forge qui était attaqué par les forces du chaos, et que là t'arrives et t'as tout le monde qui est en mode Cordaï en train de partir en couille, Caligos part en couille, il y a un monde forge qui se fait assiéger et qu'Alcazar on sait pas ce qui se passe. T'es dans un niveau d'implication où tous les actes commencent à s'embrancher, tous les engrenages commencent à se mettre ensemble et t'es en mode merde, je suis en train d'être aspiré dedans, va falloir que je serre mes couilles, un grand coup sec dans les mains et que j'avance mes couilles à la main et que je réussisse à faire quelque chose. Va falloir que je sorte mes doigts du cul et que je réussisse à sortir quelque chose de ce bordel. Il y avait des vraies implications. Il y avait des vraies sensations. Putain, mais tu mets les deux gameplays que j'ai fait de Baldur's Gate 3 et ça en corrélation, tu te rendras compte à quel point il y en a un qui m'a excité et l'autre je me suis fait chier tout le long. Je me suis emmerdé. Alors que pourtant t'en as un qui est 1000 fois plus beau. Qu'on soit clair, Baldur's Gate 3 c'est une dinguerie visuelle. Il est magnifique visuellement, ok. Il est à 5 sur 5 visuel, ok. Mais en termes d'histoire il est à 2. Il est à 2 sur 5. Et c'est indigne d'un jeu de rôle. Un jeu de rôle c'est avant tout une histoire, puis un gameplay, puis un visuel. Pas un visuel, puis un gameplay, puis une histoire. Si tu fais ça, t'as raté ton jeu de rôle. T'as raté ton jeu de rôle. Un jeu de rôle c'est une histoire avant tout. C'est un MJ qui va tenter de te faire vivre et de te transcender au sein du truc. Et Baldur's Gate 3 pour moi il a raté. Certains ont été touchés par BG3. Certains ils ont été touchés, certes. Mais moi ça a pas marché parce qu'il y a trop de conneries à l'intérieur. Trop d'erreurs, trop de bêtises navrantes, stupides au possible. Où t'es là, t'es en mode mais vous pouvez pas avoir fait ça les gars, c'est pas possible. C'est des erreurs de débutants. Vous avez fait Donjon, vous avez fait Baldur's Gate 3 qui est une purge en termes d'histoire. Parce que l'histoire elle est HS.
Et juste avant, ils t'ont fait un super jeu qui s'appelle Divinity Original Sin 2. Qui est peut-être pas le meilleur jeu de rôle, mais qui est un jeu de rôle qui vaut largement le coup d'être joué. Qui a un gameplay qui est fou, qui a une histoire qui est rondement menée, avec certes quelques incohérences dedans ou quelques erreurs, mais on s'en fout, t'acceptes. Tu sais, ta suspension consentie d'incrédulité, tu la mets, t'es en mode j'accepte. Là, pareil, dans ce jeu-là, j'accepte l'erreur. J'accepte certains trucs où je suis en mode mec, je tape pas un Cthulhu à main nue. Non, je tape pas un Meta Brutus à main nue. J'attaque pas un Meta Brutus avec une épée comme ça. Je suis un humain normal, vite fait augmenté par le monde forge duquel je suis originaire. Mais au-delà de ça, je suis un random pégu. Un Meta Brutus, ça me prend, ça me soulève, ça me plie en deux. Mais tu acceptes parce que suspension consentie d'incrédulité, parce que ça va avec le jeu. Et c'est parce que cette petite erreur-là, au vu du truc que tu as devant toi, tu l'acceptes parce que tout le reste du jeu est bien policé, bien calmé, bien propre, bien carré, bien précis. T'acceptes, t'es en mode allez, j'ai envie de me sentir puissant, je tape un Meta Brutus à gros coup d'épée à deux mains, y a pas de problème. Et j'encaisse des tirs de Meta Brutus à bout portant, c'est pas un problème. C'est en mode ok tiers. Mais là, voilà quoi. Ce jeu il met 1000-0, 1000-0 et c'est anormal et ça me met vraiment en rogne contre Baldur's Gate 3 parce que Baldur's Gate 3 n'avait pas le droit d'être aussi mauvais, à mon sens, alors que t'as des jeux comme ça qui sont sortis avant lui. Surtout qu'ils ont fait Divinity 2 avant, ils avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur de ce côté-là, je ne peux pas l'accepter. Ils auraient fait un Divinity 1. Encore, ils auraient jamais fait de jeu de rôle. Et ils sortaient de Baldur's Gate 3. Franchement, c'est honnête. Pour un mec qui sort un premier jeu, c'est même plus qu'honnête. Mais les mecs, ils ont fait Divinity 2 avant. Ils ont fait Divinity 1 aussi, qui est certes pas exceptionnel sur certains points, mais qui est très cool aussi, qui est très très cool. Mais Divinity 2, c'est un banger. C'est un banger absolu. T'as tellement de trucs à faire dedans, c'est trop bien. Et t'as des vrais choix à l'intérieur. T'as des vrais choix. Là, pareil, j'ai eu des vrais choix. J'ai fait des choix qui ont modelé la réalité du jeu. J'ai modelé la réalité du jeu. J'ai eu des choix et des chemins au niveau d'Henrik von Kaloth, par exemple, qui est devenu plus dur à mon contact, qui ont fait qu'il a répondu de manière très sèche et qui a mal répondu à d'autres personnes. J'ai pas eu les mêmes dialogues qu'aurait eu quelqu'un qui a amené Henrik sur la voie de la douceur, par exemple. Et ainsi de suite. Alors que dans Donjons et Dragons, enfin dans Baldur's Gate, bah, tu sens pas la présence des gens, quelles que soient les modifications que tu leur fais, tu la sens pas. T'as pas cette sensation de te dire que t'as vraiment eu d'impact. C'est trop lisse, c'est trop mou. Le jeu est trop pâteux, très... ou qu'il l'ait poussé dans les abîmes, ou que tu l'aies poussé dans les abîmes, c'est ça. Et surtout, un truc qui moi me fume, à la fin, je vais donner un exemple. Argenta, tu la passes en Repentia, ok. J'ai eu le bonus Repentia. Le bonus Repentia, il est fort. Il est très fort. Il permet d'avoir une Repentia qui est monstrueuse au corps à corps, je pense. Faut rethéorie-craft la compétence avec tout un nouveau build. Faut la reformer dans le build. Mais elle peut être monstrueusement violente. Quand tu termines la quête d'Astarion, qui devient un vampire suprême, parce que moi j'ai transformé en vampire suprême parce que je suis un connard, et je voulais le tuer juste après, je voulais dire, je te transforme en vampire suprême, tu m'aides à tuer l'absolu, et après je te zigouille dans le dos sans que tu t'en rendes compte, comme ça je laisse pas un vampire suprême en vie. C'était mon objectif, j'ai oublié de le tuer à la fin, j'ai oublié de le tuer. Ça a même pas eu d'impact, le jeu c'était en mode lol. T'as un vampire suprême, un être d'une puissance monumentale. Et j'étais en mode, bah il va me donner des trucs de fou. C'est un être qui règne sur les ombres elles-mêmes. C'est censé être une sorte de semi-divinité, tellement le mec il est ultra puissant. C'est censé être un sur des milliards de vampires qui arrivent à atteindre ce stade. Et encore, sur des milliards de vampires, le peu qui tenteront ça, il y en a qu'un parmi des milliards d'autres. Tu vois? Le mec à la fin, quand tu utilises son pouvoir d'invocation, déjà il obtient une morsure, t'es en mode ok, c'est un mec à distance à la base, et vous lui donnez un sort de morsure à l'aide. Arrêtez d'être con, je vous en supplie. Et le sort qu'il a d'invocation, c'est le point quand tu appelles les gens à l'aide, il invoque des niveaux 1 à 9. T'es en mode mec, pourquoi t'invoques des niveaux 1, espèce d'enculé? T'es censé être une entité surpuissante. Même dans ton état où t'es pas censé être très fort, soit t'en invoques 5, genre niveau 9 minimum, soit t'en invoques 15 de niveau 5 minimum. Bah non, le mec il t'invoque 4-5 trucs vite fait, qui en plus se font oblitérer par les mobs qui sont là, parce que les mobs bah, sont soit très forts, soit sont trop nombreux. Et t'es en mode bah super, j'ai eu une invocation mais elle sert à rien en fait. C'est-à-dire que là je me suis pas senti récompensé. Dans Baldur's Gate, tu ne te sens pas récompensé d'avoir agi, déjà parce que tes actes n'ont pas l'air d'avoir de vrai impact, et le peu d'impact qu'on te donne, bah il est castré.
tu te sens castré dans la puissance des personnages. Là, à la fin, j'avais des personnages qui avaient une puissance monumentale. Idira, capable d'arracher des salles entières d'hérétiques. Argenta, capable de passer d'un sniper d'un sniper capable de arracher des têtes à 190-200 points de dégâts au bolter lourd. Enfin, au bolter ou bolter lourd, ça dépendait, hein, mais je l'ai essayé en bolter explosif. Capable d'arracher des mecs à bonne distance, hein, de faire des attaques de salve très violentes. Henrix qui était capable de me soigner mais de me juice up alors que je l'ai abandonné Henrix. Henrix je l'ai laissé dans un coin, je voulais pas le jouer Henrix. Qui était capable de me juice up malgré tout pour maintenir mes personnages en vie, mais comme si le mec c'était une batterie de points de vie, hein. Le mec il était là en mode je suis l'ambulance de l'empereur. Oui, il te mettait des soins dans tous les sens. Cassia, la meuf qui était en mode tu as déjà joué? Ouais, j'ai déjà joué. Rejoue. Oh merci. C'est bien, maintenant rejoue à nouveau. Je charge. Et tu mettais des énormes tatanes avec le perso, c'était délirant. Tous les persos. Ulfar, un morceau, un tank monumental, capable avec son bolter lourd d'arracher des mecs à l'infini, avec sa hache et son pistolet bolter de démolir tout ce qui bougeait. Enfin, c'était ouf. Abélard, motherfucking Lar. Le mec était fou. Et ainsi de suite. Et tous les autres personnages que j'ai eus, que ce soit Irliette qui était très forte en sniper, Irliette qui avait sa propre compétence de jeu. T'avais une compétence sur elle qui disait je passe un tour, le prochain je te mets une bastos qui est inesquivable, imbloquable, 95% perce armure parce qu'elle avait des perce armure de bâtard à la fin. Enfin, si je l'avais vraiment boosté, elle devenait mais absurde. Et ainsi de suite, Jae, je l'ai pas assez joué. Mais il y avait moyen de faire un truc avec Jae aussi qui était capable d'arriver en mode pistolero et d'être en mode équilibrium. C'est tu vois, c'était n'importe quoi. C'était trop bien. T'avais une variété d'armes dans le jeu qui était gigantesque. T'avais des armes qui avaient des vrais skins. Alors que dans Baldur's Gate 3, t'as 3 skins par arme. Allez, 4 skins pour certains objets un peu légendaires. On s'emmerde. Putain, on s'emmerde. Jae qui booste selon les réputations, c'est très fort en effet. Mais oui, chaque personnage dans Rogue Trader a son identité propre jusqu'au même de ses compétences. Dans Baldur's Gate 3, Lae'zel n'a même pas la parade psychique des Githyanki. Pourquoi Lae'zel n'a pas la parade psy des Githyanki? Pourquoi elle la débloque pas après avoir aidé le Kithrak Voss à libérer justement le fils de Vlaakith, enfin le fils de la première Vlaakith, l'ennemi mortel de la nouvelle Vlaakith? Pourquoi on débloque pas la parade psy après la fin de sa quête? Pourquoi? Genre, on aide par exemple à devenir un super vampire au niveau de comment ça s'appelle, d'Astarion, et il obtient une sorte de morsure qui est nul tiers. T'es en mode je vais pas claquer mon action pour faire ça alors qu'il peut faire des tirs de sniper qui enlèvent 80 points de vie. Je vais pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cette morsure de merde? À l'aide. Et c'est un des problèmes, c'est que là dans ce jeu là on te donne du lore qui te montre la puissance, et on te donne cette puissance dans Rogue Trader. On te laisse devenir turbo fumé. J'étais turbo fumé à la fin. Et à un moment t'arrives à Komora et on t'enlève tout. Et là je t'assure t'es pas content. Ah bah à Komora j'ai transpiré du cul. À Komora quand j'ai vu la machine Mortis m'arriver sur la gueule pour me mettre one shot sur mon tank, et qu'elle m'a one shoté perso après perso, j'étais là, j'étais en mode au secours. Enfin voilà. Quand j'ai rencontré l'Aérébani, je savais que j'étais dans la merde. Quand j'ai rencontré tous les persos ont une aura, une existence et une force qui est folle. Même les persos mineurs, même les mecs de la cabale que tu rencontres pas très souvent, et ils sont forts, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'ils sont là pour t'emmerder. Et le lore est super bien respecté. Il y a un respect dans le lore qui est monastique. C'est ouf. J'ai adoré le jeu. Je vais me le refaire. Je vais le refaire. En hérétique. Parce qu'il faut. Je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir tester des armes lourdes, hérétique, bolter, Astartes, hérétique et tout. Partir en full hérétique, voir ce que donne la lame de l'aube, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Rien que le principe d'avoir la lame de l'aube, tu sais qu'il y a une autre variable du jeu. Il y a une autre version du jeu qui t'attend. Alors que dans Baldur's Gate, tu fais gentil méchant, t'as la même histoire pour tout le monde. Je pense que je vais clôturer là-dessus pour arrêter de faire le... De toute façon, là, je vais essayer de bosser. Là, on est le 14. Maintenant que j'ai fini ça, j'ai vraiment beaucoup d'arguments et d'éléments à donner pour bien comprendre pourquoi Baldur's Gate 3, selon moi, est un échec. Pourquoi, selon moi, c'est un bon jeu. Qu'on ne me prenne pas à tort. Enfin, qu'on comprenne pas à tort ce que je veux dire. Baldur's Gate 3 est un bon jeu de rôle, un bon jeu vidéo. C'est pas un bon jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle tout court, en fait. C'est un bon jeu vidéo. T'as envie de passer un bon moment à jouer à ce jeu-là, principalement avec tes potes. Tu joues avec tes potes, le jeu il gagne en importance. Mais c'est un mauvais jeu de rôle. C'est un jeu qui mérite au mieux 14 sur 20, dans le meilleur des cas. Oui, sur le visuel, il est à 5 sur 5. Le visuel est incroyable. Il est à 5 sur 5. En termes de gameplay, il est à 3,5 sur 5. Allez, il est à 4 sur 5. Ce qui fait 9. Et en histoire, il est à 2, 3 pour moi. Et il y a un autre élément pour arriver à 20, c'est... attends. Gameplay, visuel, histoire et capacité de compréhension des règles. Bon, capacité de compréhension des règles, le jeu il est à chier aussi, il est à 2. Il mérite un 2, grand max. Je vais essayer de me faire une échelle de compréhension et de notation pour bien comprendre comment je veux noter le jeu. Mais pour moi, il mérite entre 12,5 au mieux, enfin au minimum, 12,5 au mieux. Et enfin 12,5 au pire et 14 au mieux. Et encore 14, je suis gentil pour moi. Pour moi, dans le meilleur des cas, il mérite un 13,5. C'est un jeu qui est bien, mais c'est pas un excellent jeu, c'est pas un jeu parfait. Rogue Trader, c'est un jeu excellent. C'est un jeu qui mérite un 16-17. Facile. 16-17. Comme je suis un peu biaisé parce que j'adore l'univers de 40K, je vais dire qu'il mérite entre 15 et 17. Parce qu'il y a des trucs à l'intérieur que, bon, tu peux mettre en détail. C'est pas un jeu parfait, il y a des trucs à l'intérieur qui mériteraient d'être refaits ou quoi que ce soit. Mais t'acceptes de les laisser tomber, c'est pas grave. Le jeu a tellement de bons trucs à t'offrir, il a tellement d'identité, il a tellement d'âme, en fait. C'est un jeu qui a vraiment une âme. C'est un jeu qui a vraiment une identité. Tu sens que les mecs qui ont écrit le scénar, ils se sont fait chier au scénar. Au scénar, les mecs, ils sont envoyés la max. Et pas qu'un peu. Donc c'est ça qui est dingue. Et attendez, il y a un DLC. Et il y a un autre DLC qui en approche. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les musiques. Oh, détail incroyable. Les musiques du jeu. Elles sont trop bien. Les musiques, bordel. Elles sont trop bien. Alors que dans les musiques de BG3, à part Down the River, il y a quoi? Et au Mortal Lies, je sais plus quoi, quand t'affrontes Raphaël. Mais sinon, à part ces deux musiques-là, il y a quoi? Vous vous souvenez de quelle musique? Ouais, hein. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a aucune musique qui m'a marqué. Moi, tu me remets des musiques du jeu. Faut savoir que quand je pars au boulot le matin, je me mets des musiques du jeu. J'ai des moments entiers de jeu qui me reviennent devant les yeux. Genre vraiment, je me revois en train de jouer au jeu. Quand tu mets les musiques de Baldur's Gate, je suis même pas sûr que c'est du Baldur's Gate. J'ai l'impression que c'est du Divinity 3. J'ai l'impression que c'est Divinity Original Sin 2, les musiques. À part Au Mortal Lies et... Au Mortal Dies, je crois. Et Down the River, toutes les musiques, t'as l'impression que c'est juste un copier-coller de Divinity 2 en fait. Et elles sont même pas remarquables en fait. C'est ça qui est problématique, c'est que là, t'arrives à la fin, la musique elle est même pas épique. T'es en mode mais merde, qu'est-ce qui se passe? Où est passée la puissance du jeu? Moi je cherche la puissance du jeu. Alors que dans celui-ci, putain, on me l'a donné. Hein. Oh, on me l'a donné. Hein. On m'a donné à attaquer des trucs qui sont vraiment badass, qui ont un vrai design, qui sont beaux. Genre, le cerveau vénérable, on s'emmerde, on est sur un vieux truc avec un dragon. Putain, les gars, vous pouviez faire mieux, quoi. Vous pouviez vraiment faire mieux. Mais bon. Je vais m'arrêter là pour le descriptif de tout ce bordel. Voilà. Je te fais des bisous YouTube. À la prochaine. Ouais. Des bisous. Et de toute façon, je vais bosser sur ma vidéo. Des bisous.